Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Dans l'actualité, les travaux du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail ont pris leur dernier virage ce dimanche avec l'adoption de tous les documents du congrès. Ces travaux qui vont se poursuivre ce lundi, jour de clôture, aussi sera consacré à la mise en place des nouvelles instances du PCT, qui sera le prochain secrétaire général du Parti congolais du travail. Et la réponse donc ce lundi, outre le secrétaire général, le secrétariat permanent, le bureau politique et le comité central seront aussi mis en place. Autre sujet, le coordonnateur national de la commission épiscopale Justice et Paix, l'abbé Félicien Mavungu, a présenté lundi dernier au cours d'une conférence de presse le rapport sur le suivi budgétaire de l'État de 2017. L'enjeu de ce rapport, en quoi l'abbé Félicien était d'aider le pouvoir public à mieux gérer l'argent du contribuable congolais, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé, où cette commission réalise ce travail voici près de 10 ans. Renseigner les Congolais sur l'exécution du budget d'investissement de l'État, mener les investigations sur les projets réalisés par le gouvernement, c'est l'un des objectifs que vise la commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique. Ce lundi, le coordonnateur national de cette commission a présenté le rapport sur le suivi budgétaire de 2017, notamment sur le volet éducation qui n'a été exécuté qu'à hauteur de 10 voire 15%, donc en dessous de la moyenne. Ce budget de 2017 ressemble au budget de 2015 et 2016, a indiqué l'abbé Félicien Mavungu. Ce rapport, qui est un outil de plaidoyer, exige qu'il y ait une meilleure présentation des projets à réaliser dans le budget de l'État. Nous sommes dans un rôle de plaidoyer. Une commission de l'Église catholique qui travaille dans le plaidoyer social pour éclairer nos décideurs politiques sur leur mission. Nous existons au sein de l'Église catholique pour cela. Et les évêques nous ont mis en place pour justement les aider, pour faire des rapports que les évêques présentent, que nous présentons nous-mêmes aussi aux décideurs politiques, pour leur rappeler seulement ce qu'ils ont à faire, précisément le service public pour le bien de toutes les populations. Cette institution reconnaît que l'État joue un rôle important pour l'amélioration des conditions des structures scolaires. Cependant, les investissements demeurent faibles en dessous des standards des 20% exigés par les institutions internationales. L'éducation, rappelons-le, est un levier prioritaire dans le développement du pays. Ici est de noter que cette commission travaille avec plusieurs institutions, parmi lesquelles la Banque mondiale et le FMI. À l'Assemblée nationale, les députés ont clôturé leur 7e session ordinaire lundi. Sur les 46 affaires inscrites, 39 d'entre elles ont été adoptées au cours de cette session. Un record. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a d'ailleurs parlé d'une session de bonne fortune. Suivez. C'est une session d'un bon cru, s'est réjoui le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. 39 affaires examinées et adoptées sur les 46 inscrites finalement. Un tel record d'affaires adoptées est trop rare à la Chambre basse du Parlement pour que le président de cette institution parle d'une session de bonne fortune. Parmi les 39 affaires adoptées, les députés ont examiné le budget de l'État exercice 2020, budget qui se lève à 2175 milliards 385 millions de francs CFA. Autre affaire adoptée, la loi portant code forestier, une loi derrière laquelle les cadres du ministère de l'économie forestière couraient depuis 2013. Mais à côté de la loi des finances, qui est l'affaire emblématique de cette 7e session et des autres affaires, cette session a aussi adopté sa première proposition de loi, la future loi Motom sur les artistes. Isidore Mvouba, qui s'est réjoui de cette adoption,
regarde désormais du côté du gouvernement. Nous avons désormais à veiller à la promulgation de cette loi et la prise de textes d'application subséquents. Un travail de suivi est donc nécessaire, car les artistes qui, lors de la séance plénière consacrée au vote de cette loi, n'ont pas caché leur allégresse, restent dans l'attente. Ce disant, je demande solennellement au gouvernement de prendre des textes d'application pour les lois qui ont précédé la loi Motom. Cette 7e session budgétaire a aussi fait passer sur sa table de réflexion le projet de loi sur le guichet unique du tourisme. Un cadre pour faciliter les démarches administratives sur le tourisme et l'hôtellerie. À la clôture, le président de l'Assemblée nationale est longuement revenu sur le message sur l'état de la nation. Message pour lequel d'ailleurs il a demandé son appropriation. Isidore Mvouba n'a pas aussi oublié ceux qui sont au nord du pays qui connaissent des inondations. Pour eux, il a demandé aux députés une quête pour joindre la parole de la solidarité à l'acte. Vous le savez, le 25 décembre et le 1er janvier, l'humanité célèbre respectivement la fête de Noël et de Nouvel An. À l'orée donc de ces festivités, au niveau national, le gouvernement de la République a délivré un message pour attirer l'attention des populations. La ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, destinée à Hermela Doukaga, qui a délivré ce message, a exhorté les jeunes de s'abstenir des loisirs et comportements malsains tels la consommation abusive de l'alcool et autres stupéfiants occasionnant des effets secondaires. On l'écoute dans ce reportage de Giscard Maungo. Ce 25 décembre, c'est Noël. Les enfants du monde et du Congo célèbrent la fête de la nativité. Moment de joie pour nos bambins, mais quelquefois aussi moment de débordement comportemental que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique veut déjà prévenir. Enfin, chers jeunes, je vous exhorte à vous abstenir des loisirs et comportements malsains tels la consommation d'alcool et autres stupéfiants occasionnant des effets secondaires dont les bagarres, les viols, le vol, etc. et pouvant non seulement vous exposer à la rigueur de la loi, mais aussi nuire à votre santé, la mort n'en étant pas exclue. Destinée Hermela Doukaga, on a profité pour rappeler aux tenanciers des débits de boissons qui semblent souvent ignorer les prescriptions de la loi. La loi qui protège la moralité de la jeunesse congolaise, celle aussi qui réglemente la fréquentation des salles de cinéma et des spectacles pour les enfants de moins de 16 ans. Dans le lot de ces lois, toutes adoptées en 1960, il y a aussi, rappel, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. La loi réglementant la fréquentation des débits de boissons, bar dancing, pour les enfants de moins de 16 ans. Qu'il sied de rappeler aux tenanciers des débits de boissons l'observation en toute occasion et particulièrement pendant cette période festive des dispositions juridiques ci-après. Trop souvent, à ces moments de fête, enfants et parents prennent d'assaut ces débits de boissons, livrant au passage une scène bien blâmable. Très souvent, les parents dans l'euphorie de ces moments de fête se laissent aller et oublient aussi les prescriptions de la loi. Les chrétiens catholiques le savent, c'est la tradition. Chaque année à Noël, des crèches étaient montées dans les paroisses pour célébrer la fête de nativité du Christ, de la nativité de Christ. À la question de savoir ce que symbolise la crèche pour l'Église catholique, mais aussi comment se sont déroulés les préparatifs de la fête de Noël. Nos reporters sont descendus mardi sur le terrain pour faire le constat. Le reportage est signé Bernida Sitou.
éternel, en ce jour où nous célébrons la nativité du Christ, lumière des nations, que ta lumière éclaire toute la nation congolaise. Il est 11h33 et Emmanuel se met à la tâche. C'est à elle qu'a été confiée la mission d'entraîner les Élisa, encore appelées servantes du Seigneur, pour la cérémonie liturgique marquant la fête de Noël ici, à la basilique Sainte-Anne. Nous sommes en train de faire des répétitions de danse. Vu que nous sommes des Élisa, nous sommes faits pour mener les célébrations eucharistiques. Nous serons à la hauteur, j'ai confiance en elle. À la paroisse Saint-Esprit de Mongali, ça a été également une semaine chargée pour ces enfants, appelés à représenter les différents personnages de la crèche, un symbole fort qui marque la célébration de Noël. Dans les paroisses catholiques visitées par notre équipe de reportage, tout est fait prêt pour la grande célébration des 24 et 25 décembre. Le cas ici, à Jésus ressuscité de la Divine Miséricorde. Nous avons là-haut donc la Sainte Famille, composée de Marie, Joseph et Jésus. Et au tout autour, nous avons les bergers qui sont là. Ces bergers-là qui sont là pour adorer le Christ, le Seigneur qui vient de naître. Et à ma gauche, nous avons les rois mages qui sont là, les trois, dont on connaît les noms, notamment pour certains qui les connaissent, qu'on nomme Gaspard, Balthazar et Melkon. Donc ce sont les trois rois mages qui suivaient l'étoile, ce qu'on appelle par l'étoile de Bethléem. Et c'est ce que nous avons symbolisé ici aujourd'hui. Au cours de la cérémonie liturgique de Noël, la crèche sera bien visible dans ces paroisses. Que représente justement la crèche pour le chrétien catholique? L'abbé Bertolin Baoumina, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, s'en explique. C'est au nom, bien entendu, de la foi populaire que les chrétiens du 1er siècle, d'un moment donné de l'histoire, commençaient à organiser les pèlerinages à la Bethléem, précisément dans la grotte dans laquelle était né l'enfant Jésus. Donc la pratique et l'usage des crèches part de là, de ce pèlerinage. Bon, à un moment donné plus tard, pour les besoins qui se posaient alors des difficultés de la locomotivité, on ne pouvait pas facilement se déplacer et les chrétiens, ceux qui allaient et qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'y repartir, concevaient finalement des petites crèches domestiques. Et partant des crèches domestiques, il y a eu finalement aussi l'idée d'en construire des grandes crèches dans les églises, à l'image des grottes de la Vierge Marie, comme la représentation de la grotte de Lourdes dans plusieurs paroisses. Notons que la crèche sera démontée lorsque l'Église catholique célébrera un des épisodes de la vie du Christ, son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. C'est un arbre qui joue un rôle très important et sert de décoration dans les habitations lors des fêtes de nativité et de nouvel an. Le sapin ou arbre de l'enfantement fait partie du décor et contribue à l'atmosphère apparue au Moyen-Âge et généralisée à partir du 19e siècle. Le sapin a fait l'objet d'une réflexion de nos reporters mercredi. Irma Okondiwo et Michael Massomba pour les explications. Parmi les symboles de la fête de Noël, il y a le sapin, cet objet de décor qui est souvent présent dans nos ménages lors des moments festifs, notamment pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, est très capital. Il se distingue en deux formes, la forme naturelle et la forme artificielle. L'usage du sapin artificiel en plastique, souvent pliable, réutilisable, est l'alternative à celle du sapin naturel. Certains sont vendus enneigés avec les feuilles en plastique blanc. On les décore avec des guirlandes et des boules. L'image d'un sapin en plastique est moins positive que celle d'un sapin naturel. Il est le moyen le plus économique et le moins salissant pour ceux qui habitent en ville. Mais qu'est-ce que symbolise réellement le sapin? L'abbé Bertolin Baoumina explique. L'on pourrait parler du sapin, en d'autres mots par l'arbre de Noël. Et la présence de l'arbre est très importante dans la conception de la crèche.
crèche. Voyez-vous, avec la crèche, nous célébrons là l'événement de l'enfant Dieu. Dieu avec nous les hommes. Et cela nous renvoie finalement à la création de l'humanité. Il y avait aussi l'arbre au milieu du jardin. Donc l'arbre à travers lequel les premiers hommes avaient désobéi pour avoir écouté la voix du serpent. Mais avec l'enfant Jésus, lorsqu'on met l'accent sur le sapin, l'arbre de Noël, c'est pour dire que celui qui vient de naître maintenant, c'est lui qui va favoriser bien entendu le salut de l'humanité par son obéissance. Donc cet arbre est très très important dans la conception de la crèche. En plus de variétés de tailles, l'on se permet de choisir un sapin correspondant à la place disponible dans l'habitation. Toutefois, le sapin artificiel n'est pas écologique de par son impact environnemental, mais beaucoup plus important que celui d'un sapin naturel. Le sapin ou arbre de l'enfantement fait partie du décor. Il contribue à l'atmosphère de la fête. Illuminer un tel arbre est symbole de continuité et de renouveau. Il est à noter que cet arbre de Noël est toujours présent dans nos fêtes familiales que religieuses. Le sapin de Noël est une tradition apparue au Moyen-Âge et généralisée à partir du 19e siècle. Noël à Brazzaville, Noël aussi à Dolisie, où les chefs de quartier, zone et la police étaient en face du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de la localité pour passer le message de sécurisation des quartiers. À Dolisie, comme un peu partout, les enfants étaient en fête mercredi. Reportage de Aurélien Zengi, ici rendu par Giscard Maungo. C'était la veille à Dolisie. Dans ce salon de coiffure, la clientèle est majoritairement très jeune. Même si, de temps en temps, quelques adultes peuvent aussi faire un tour. Mais j'étais arrivé ici hier, je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait tellement trop de gens, je suis reparti. Aujourd'hui aussi, quand je suis arrivé, je vois beaucoup des enfants ici. Automatiquement, je me suis dit, non, demain, je ne pourrai jamais passer les fêtes avec ma tête sale. Donc, je dois me coiffer quand même aujourd'hui. Je suis là, je suis en train de patienter. Mais cette affluence est juste un trompe-l'œil. Le tenancier pense, lui, que la clientèle ne s'est pas bousculée à ce Noël. Les choses ne marchent pas comme avant, quoi. Donc on se bat comme ça par rapport à des années passées. Ouais. Ce matin, jour de Noël au grand marché de Dolisie, les clients couraient encore derrière les derniers jouets. Et ceux qui se l'étaient déjà procurés étaient, eux, en train de prendre des photos pour marquer la postérité. Pour rassurer les Dolisiens, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dolisie, a même rencontré les chefs de quartier, trop souvent laxistes, devant certaines réalités dans leur quartier. Objectif, faire de telle sorte que les fêtes de cette année se passent dans la tranquillité des esprits. L'année dernière, il l'a fait. Et les fêtes sont passées sans incident majeur. Mais maintenant, ce n'est que normal qu'il revienne encore sur ça. Et toutefois, on attire notre attention. Ce qui se passe à Brazzaville, moi à Dolisie, on en subit aussi. Mais que ça ne soit pas à la même enseigne qu'ailleurs. Voilà pourquoi le procureur attire toujours notre attention à l'horaire des fêtes pour que nous travaillons en symbiose. Mais ceux qui sont aussi mis à l'index, eux-mêmes, les enfants et les parents, sont appelés à prendre leurs dispositions. Pas les enfants qui reviennent des points noirs, c'est nos propres enfants. Attirons leur attention. Ceux qui se feront prendre, ils seront poursuivis. Ne venez pas négocier. Ils seront poursuivis. Donc le mieux serait que vous leur donnez déjà l'information. Comme partout aussi, Dolisie a aussi mis en garde les tenanciers de bistrot qui doivent tenir compte des heures d'ouverture et de fermeture
de leur bistrot. Les messes du 24 au 25 décembre ont été célébrées dans les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville. C'est le cas à Saint-Jean-Baptiste de Talangaï et Saint-Esprit de Mungali. Le reportage est ici signé par Vincent de Pokubemba et Michael Massamba. Célébration du mystère de la Nativité, le 24 décembre, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Talangaï ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils se sont associés aux fidèles. L'Eucharistie a été officiée par le nonce apostolique au Congo et au Gabon, Monseigneur Francisco Escalante Molina, qui a effectué sa première descente dans cette paroisse. Le Verbe s'est fait chair, Jésus-Christ est né dans une crèche. Jésus est lumière pour le peuple de Dieu et pour le peuple du monde. Noël, fête de la paix, la crèche est le symbole de l'amour. Le Christ est né devant deux témoins. L'un est conscient et le second inconscient. En célébrant Noël, moi, je deviens une meilleure personne, un meilleur chrétien. Que chacun de nous réponde à ces questions dans son cœur. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour le don de l'enfant Jésus. À travers lui, Dieu entre dans notre histoire et dans nos vies pour lui donner son vrai sens et laissons-nous guider par la lumière de Noël. Que l'enfant Jésus nous guide tous, qu'il illumine nos enfants et nos jeunes, qu'il aide tous les enfants du monde, surtout ceux qui sont malades. À Saint-Jean-Baptiste, on a célébré Noël. À Saint-Esprit de Mungali, la coutume a été aussi respectée la nuit du 24 au 25 décembre. C'est une nuit incomparable et sainte. Jésus le Sauveur est né. Avec la naissance de l'enfant Jésus, Dieu s'est introduit dans l'histoire de l'humanité, dixit l'abbé Berthelin Baoumina. Fête Noël, c'est célébrer la fête de la naissance. Pour cela, une recommandation a été faite au peuple de Dieu en général et aux Congolais en particulier. Je bénis les mots du Créateur à Adam et Ève cette nuit. Multipliez-vous et remplissez le monde. Ceci pour compenser la régression démographique, la régression de la population congolaise. Car nous savons combien de morts ou encore de corps sortis dans nos différents membres de la place. Et combien d'enterrements y a-t-il par semaine? Que cette recommandation s'accomplisse en vous dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui vient de naître aujourd'hui et cette nuit. La fête de la Nativité n'était pas seulement une histoire de l'Église catholique. Les églises de Reveil ont aussi emboîté le pas. Le ministère international de la puissance du Saint-Esprit, dont le leader est le bishop Iliver Bakangila, a placé cette fête sous le signe de la guérison. Plusieurs fidèles malades ont reconnu Jésus comme sauveur et ont témoigné sous le miracle de la guérison. L'ambiance était au rendez-vous dans certaines églises classiques de la partie sud et du centre de Brazzaville, mardi avec la fête de Nativité. Nos reporters ont fait la ronde de quelques paroisses des églises catholiques et protestantes. Regardez.
Cette ambiance festive annonce un événement, en tout cas pas de moindre. C'est la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Ici, nous sommes à la paroisse Saint-François d'Assise, à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, où nous avons assisté à la représentation de la Nativité. Le curé de cette paroisse, l'abbé Vincent de Paul Malonga, a exhorté les chrétiens à demander pardon à Dieu afin qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise à la victoire. Il est revenu aussi sur le phénomène bébé noir. Saint-François d'Assise et Jésus ressuscité de la divine miséricorde au plateau des 15 ans, la crèche qui est une mangeoire où Jésus-Christ aurait été mis au moment de sa naissance dans une étable de Bethléem était aussi visible. À Jésus ressuscité de la divine miséricorde, le curé encourage les chrétiens à pratiquer la simplicité et l'humilité pour être élevés par le Très-Haut. L'abbé Priva Mwanga, vicaire de la parole Jésus ressuscité de la divine miséricorde, prodigue quelques conseils aux chrétiens qui se déroutent du chemin de la vérité. Enlever en eux cet esprit d'orgueil, de suffisance, afin de prendre l'image de Jésus-Christ qui accepte la pauvreté d'abord, qui accepte la simplicité. Parce que dans la suffisance, nous étalons un certain agir qui est lié à la chair, qui est lié à notre suffisance. Mais or que quand nous entrons dans la dynamique du Christ, qui exprime l'humilité par excellence, alors là, nous allons devenir de vrais jeunes pour pouvoir aussi faire évoluer notre jeunesse, pour pouvoir faire évoluer notre monde. Car l'esprit de suffisance ne nous élève pas, mais c'est plutôt l'esprit d'humilité qui nous élève aux yeux de Dieu. La fête de la Nativité a été célébrée aussi à l'église évangélique du Congo, où les chrétiens ont passé la nuit pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. La pasteur responsable de la paroisse Pélagie Makola revient sur l'ambiance qui a prévalu en cette nuit de la Nativité dans sa paroisse. Nous avons dit aux chrétiens que la naissance de Jésus nous apportait le salut. En fait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né pour donner le salut au monde entier. Et donc, il est venu en fait pour porter nos fardeaux, pour accorder la délivrance aux captifs, la guérison à ceux qui sont malades. Et donc, la naissance de Jésus, c'est une joie pour nous, c'est une délivrance pour nous. Quelques églises dites de réveil ont célébré aussi la naissance de Jésus-Christ ce mardi 24 décembre, la nuit. Parlons autre chose à présent. Les membres du gouvernement ont été jeudi en Conseil des ministres en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les ministres ont examiné 10 affaires, dont 6 projets de décret au titre du ministère des Finances et du Budget, 3 projets de décret pour le ministère du Plan et un projet de loi porté par le ministère des Affaires foncières et du domaine public. Le reportage est de Giscard Mangoué et Anissé Mongala. C'est le dernier Conseil des ministres de l'année 2019. Pour cet ultime Conseil des ministres 2019, 10 affaires sont sur la table de réflexion, dont celle introduite par Pierre Mabiala, le projet de loi portant institution du cadastre national foncier. Une démarche motivée par le fait que le cadastre, outil important, s'est vu peu à peu déconnecté des principales évolutions technologiques. Le projet de loi présenté ce jour va permettre l'adaptation du cadastre aux exigences de la bonne gouvernance foncière, ce qui permettra la sécurisation des tenures, assurera ainsi une immatriculation fiable des propriétés, la constitution d'une assiette fiscale foncière pérenne, ainsi que la mobilisation de la ressource foncière en vue de son emploi dans les secteurs économiques et sociaux. Après, les membres du gouvernement ont examiné 6 projets de décret
touchant les déclassements de parcelles de terrain venus du ministère des Finances. Il y a entre autres le déclassement de parcelles de terrain à Lumumba pour la construction d'une chambre froide et aussi à Talangai, sollicité par l'Association internationale des Lions Club au Congo. L'Association internationale des Lions Club du Congo, présente dans notre pays depuis des décennies, participe à l'édification d'un Congo humaniste et plus solidaire. Présente dans des projets tels que la léproserie de Kinsundi ou le centre ambulatoire de l'hôpital de Talangai. Le Lions Club se propose d'accompagner les pouvoirs publics dans leur politique sociale en faveur des populations vulnérables, et ce, grâce à de nouvelles prestations sociales à caractère bénévole. À ce titre, le Lions Club sollicite l'acquisition à titre gracieux du terrain du domaine public ici mentionné, afin d'y implanter son siège et y construire un centre ophtalmologique. Les membres du gouvernement avaient aussi 3 autres affaires venues du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Dans le projet de décret portant approbation des statuts de l'établissement public à caractère administratif dénommé Institut national de la statistique et le projet de décret portant dissolution du centre d'études d'évaluation des projets d'investissement. Dans l'actualité, l'opposition politique veut d'un report de la présidentielle de 2021. Le chef de file de l'opposition, Pascal Tchatima-Biala, a donné une conférence de presse jeudi. Celui-ci s'inquiète du fait que certains actes comme la biométrie, le plafonnement des dépenses des campagnes électorales et le découpage électoral ne soient toujours pas prêts. Il demande ainsi le report de la présidentielle pour 2023. Les détails de cette conférence de presse dans ce reportage de Giscard Barangou. Il ne peut y avoir d'élections crédibles dans les 12 mois à venir en l'absence d'un corps électoral fiable, résultant d'une refonte du fichier électoral actuel, la biométrie et la restructuration de la CNI. Parole de Pascal Tchatima-Biala, le chef de file de l'opposition. Devant la presse, il propose le report de la présidentielle de 2021 pour 2023. Le temps de régler toutes ces questions de gouvernance électorale dans une démarche qui lui semble être préjudicielle. Ainsi, Pascal Tchatima-Biala préconise une transition de 2 ans avec un gouvernement de consensus et d'union nationale chargé principalement de préparer la présidentielle, d'exécuter le programme du FMI, de conduire aussi les affaires de l'État. Mais pas que. Il y a aussi la prorogation du mandat du président de la République, avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y rattachent, et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. L'organisation groupée de toutes les élections présidentielles, législatives et locales. Il parle de la participation dans ce gouvernement de la diaspora, du retour des exilés politiques reconnus comme tels et l'adoption d'un pacte républicain. Pascal Tchatima-Biala, qui disait vouloir partager leur vision du Congo et non pas seulement traduire leur réponse au dernier message sur l'état de la nation, ne s'est pas empêché d'y ouvrir quelques brèches dans son discours. Pour lui, il y a des sujets abordés avec superfluité. Et sur la question de la corruption, le pari semble être perdu à raison des atermoiements constatés. Fermez les guillemets. Et le collectif des partis de l'opposition pense que le dialogue, rien que le dialogue, pourra régler tous les problèmes de la nation congolaise. Ces derniers ont donné une conférence de presse à Brazzaville, conférence qui était consacrée à la critique du message du président de la République sur l'état de la nation. Regardez. Le collectif des présidents des partis de l'opposition congolaise appelle de tous ses voeux à un vrai dialogue politique national inclusif et non à ce qu'il qualifie d'une nouvelle parodie de dialogue, comme ceux de Brazzaville en 2009, d'Evo en 2011, de Dolisie en 2013, Sibiti en 2015, Wesso en 2017, qui n'ont réglé, ajoute-t-il, aucun
des mots qui minent le Congo. C'est à travers un vrai réquisitoire contre le message sur l'état de la nation délivré le 17 décembre dernier par le président de la République que ce collectif s'est exprimé au moyen d'une conférence de presse convoquée à Brazzaville ce jeudi. Tous les compartiments de la vie de la nation évoqués par le chef de l'État sont passés sur le grille de la critique du collectif des partis de l'opposition congolaise. Le chômage, les antivaleurs, l'endettement, les infrastructures, le paiement des retraites, bourses et autres salaires des fonctionnaires émargeant au budget de transfert, la libération des prisonniers politiques, la santé et l'éducation avec leur ribambelle de situations urgentes pendantes, l'agriculture, la croissance économique, l'accord avec le Fonds monétaire international, le panier de la ménagère, la paix qui n'est pas, selon le collectif, qu'absence de guerre, celui qui ne mange pas à sa faim et ne peut se soigner convenablement n'est pas aussi en paix. À en croire cette frange de l'opposition, il ne peut y avoir de paix véritable et durable dans un pays que si et seulement si ce pays construit une économie nationale forte et diversifiée, répartit équitablement la richesse nationale, promeut des emplois décents et un climat politique apaisé. Examinant le discours du président de la République avec minutie, le collectif des partis de l'opposition congolaise estime que... Alors que nous vous disons, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bonnes élections au Congo. Nous voulons que le système électoral soit réformé pour que l'on sache que celui qui est élu est effectivement élu. Que le peuple retrouve sa souveraineté sur le choix de ses dirigeants et non pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est une honte d'avoir des gens qui ne sont pas élus et qui dirigent le pays. Vous le savez bien. Le dialogue, vous nous demandez, vous irez à ce dialogue. Et ne nous demandez pas si nous irons au dialogue du Conseil national du dialogue, parce que nous savons que ça ne va pas aider le pays, ça ne va rien régler. Nous ne sommes pas allés à Sibiti, nous ne sommes pas allés, je ne sais pas où, à Délysée, et vous nous demandez, vous pensez qu'on va aller au dialogue constitutionnel tel qu'il a entendu? La réponse, vous l'avez. Vous voulez seulement nous piéger en quelque sorte. Hein? C'est simplement. Pour nous, nous disons, la priorité des priorités, c'est le dialogue. Et le dialogue va régler tous les problèmes du Congo, y compris la question de la gouvernance électorale. Ainsi, le collectif appelle-t-il à un vrai dialogue qui repose sur 12 piliers, parmi lesquels la refondation de la gouvernance en général et la gouvernance électorale en particulier, qui pose tant de problèmes pendant les élections. La libération des prisonniers politiques exige que ce dialogue en perspective soit convoqué sans délai dès la première quinzaine du mois de janvier 2020. Les membres de la liberté de communication ont prêté serment jeudi. Les 11 membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ont un mandat de 3 ans et ont entre autres mission de veiller à la qualité et le contenu des informations diffusées dans les médias congolais. Regardez. La Cour prend acte de la prestation serment des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication et déclare instable dans l'exercice de leur fonction et des renvois de justice. Ils ont été déclarés installés dans l'exercice de leurs fonctions. Les 11 membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ont prêté serment ce jeudi à Brazzaville. Après la lecture du décret du chef de l'État portant nomination des membres du dit Conseil par le greffier audiencier, l'honneur a échoué au procureur général près la Cour suprême de présenter chaque membre. Après quoi, on pouvait écouter la traditionnelle phrase. Henri Bouka, le président de la Cour suprême, dans son speech de circonstance. Malgré l'extrême délicatesse de vos missions, qu'elle ne peut pas, je ne peux pas la dire. La Cour a dit qu'elle ne peut pas et ne devrait pas vous faire. À vous tous qui êtes des professionnels de la communication, l'offense à la faveur
de cette prestation de serment, de vous dire comment vous devez travailler pour montrer à l'État, aux populations qui observent, que le Conseil supérieur de la liberté de communication, en démocratie plurielle, est une institution au rôle éminent. Sur les 11 membres que compte le Conseil, une seule dame. Il s'agit d'Agnès Isabelle Mioko. Je vais vraiment m'atteler, je vais participer activement, je vais mettre le meilleur de moi-même parce que je me dis dans la vie il y a deux choix. Soit on assiste à l'histoire, soit on participe à l'histoire. Et j'ai l'intention de participer à l'histoire qui commence aujourd'hui pour mener à bien notre mission. Maintenant qu'ils sont installés officiellement, l'arbitrage devra être leur maître mot dans l'exercice de leur nouvelle fonction. Au nombre d'invités à cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du Conseil supérieur de la liberté de communication figuraient les responsables d'organes de presse privés aussi. Donc je vous propose de suivre la réaction du directeur général de DRTV, Paul Soni Benga. Tous parce que je les connais, ça fait beaucoup d'années qu'on est dans la corporation. Mais ce que je dois retenir maintenant, c'est qu'ils doivent réguler et non réprimer, n'est-ce pas? Ils doivent accompagner et non restreindre les libertés. Ils doivent faire en sorte que, aujourd'hui, les médias qui ont du mal à exister, qu'ils puissent les accompagner. Notamment défendre les médias au point des institutions, de telle sorte que nous puissions aussi obtenir des subventions. Parce que les médias privés, comme vous avez vu, n'ont pas été représentés dans cette institution. En majorité, on a vu les gens qui sont issus des médias publics, des journaux publics, alors que de partout dans le monde, on n'a jamais vu ni la presse publique, ni les médias publics briller par la promotion du pluralisme d'opinion et même d'idées. Alors, si on retrouve cette corporation-là monocolore constituée des mêmes, il faut craindre que demain, toutes les opinions ne s'expriment pas. Mais comme certains, étant à l'extérieur avant d'intégrer le Conseil, étaient des grandes gueules, hein, entre guillemets, nous espérons qu'en siégeant, ils vont vraiment défendre nos intérêts, l'intérêt de la corporation. Voilà pourquoi je dis qu'ils doivent réguler et non réprimer. Et puis, un convoi routier de plus de 100 tonnes de vivres et non-vivres et cartons de médicaments a quitté Brazzaville samedi. Ce deuxième convoi humanitaire destiné aux victimes des inondations dans les localités de Ouesso, Pouya, Makwa et bien d'autres a pris le départ à l'Institut des jeunes sourds en présence de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Zinganzondo. Commentaire de Léonie Toumon. C'est un deuxième convoi humanitaire à destination de la zone nord du pays, après le premier convoi qui a pris le départ le 24 décembre dernier au port autonome de Brazzaville. 125 tonnes de vivres et non-vivres et 185 cartons de médicaments et produits pharmaceutiques pour venir en aide aux populations sinistrées victimes des inondations dans les localités de Chikapika, Makwa, Ouesso, Pouya et bien d'autres. Ce convoi routier a pris le départ samedi à l'Institut des jeunes sourds sous l'œil vigilant de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Dans ces 3 camions qui vont aller jusqu'à Ouesso, ils vont déposer chaque équipe. Dans les véhicules, vous avez 7 équipes. Dans le bateau, c'est 6 équipes. Donc en tout, 13 équipes. Et ces 13 équipes vont travailler avec les équipes locales. Donc, on va distribuer ce qu'on va apporter, mais les équipes vont aussi évaluer les besoins réels. Parce que ce qui part, l'évaluation était basée sur ce qu'on appelle une évaluation rapide. Et à l'époque, nous étions à 50 000 personnes sinistrées. Et au moment où les équipes partent, nous sommes à plus de 180 000. Peu avant le départ, Antoinette Nzinganzondo a exhorté les chefs d'équipe à travailler de connivence avec les autorités locales pour la réussite de cette action.
Pour rappel, 400 millions de francs CFA ont été mis à la disposition du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour assister 50 000 victimes des inondations, conformément à l'évaluation dite rapide faite dès la survenue de cette catastrophe naturelle. La deuxième évaluation fait état de 180 000 sinistrés actuellement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la chaîne du Bassin du Congo. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.